Nous venons de dire que Quasimodo avait disparu de Notre-Dame le jour de la mort de l'Égyptienne et de l'archidiacre. On ne le revit plus, en effet, on ne sut ce qu'il était devenu. Dans la nuit qui suivit le supplice de la Esmeralda, les gens des basses œuvres avaient détaché son corps du gibet et l'avaient porté, selon l'usage, dans la cave de Montfaucon. Montfaucon était, comme dit Sauval, le plus ancien et le plus superbe gibet du royaume. Entre les faubourgs du Temple et de Saint-Martin, à environ 160 toises des murailles de Paris, à quelques portées d'arbalète de la Courtille, on voyait au sommet d'une éminence douce, insensible, assez élevée pour être aperçu de quelques lieues à la ronde, un édifice de forme étrange qui ressemblait assez à un cromlech celtique, et où il se faisait aussi des sacrifices humains. Qu'on se figure, au couronnement d'une butte de plâtre, un gros parallélépipède de maçonnerie haut de 15 pieds, large de 30, long de 40, avec une porte, une rampe extérieure et une plateforme. Sur cette plateforme, 16 énormes piliers de pierre brute, debout, hauts de 30 pieds, disposés en colonnade autour de 3 des 4 côtés du massif qui les supportent, liés entre eux à leur sommet par de fortes poutres où pendent des chaînes d'intervalle en intervalle. À toutes ces chaînes, des squelettes. Aux alentours dans la plaine, une croix de pierre et 2 gibets de second ordre qui semblent pousser de bouture autour de la fourche centrale. Au-dessus de tout cela, dans le ciel, un vol perpétuel de corbeaux. Voilà Montfaucon. À la fin du XVe siècle, le formidable gibet, qui datait de 1328, était déjà fort décrépit. Les poutres étaient vermoulues, les chaînes rouillées, les piliers verts de moisissure. Les assises de pierre de taille étaient toutes refendues à leur jointure, et l'herbe poussait sur cette plateforme où les pieds ne touchaient pas. C'était un horrible profil sur le ciel que celui de ce monument. La nuit surtout, quand il y avait un peu de lune sur ces crânes blancs, ou quand la bise du soir froissait chaînes et squelettes et remuait tout cela dans l'ombre. Il suffisait de ce gibet présent là pour faire de tous les environs des lieux sinistres. Le massif de pierre qui servait de base à l'odieux édifice était creux. On y avait pratiqué une vaste cave, fermée d'une vieille grille de fer détraquée, où l'on jetait non seulement les débris humains qui se détachaient des chaînes de Montfaucon, mais les corps de tous les malheureux exécutés aux autres gibets permanents de Paris. Dans ce profond charnier où tant de poussières humaines et tant de crimes ont pourri ensemble, bien des grands du monde, bien des innocents, sont venus successivement apporter leurs os, depuis Enguerrand de Marigny qui étrenna Montfaucon et qui était injuste, jusqu'à l'amiral de Coligny qui en fit la clôture et qui était injuste. Quant à la mystérieuse disparition de Quasimodo, voici tout ce que nous avons pu découvrir. 2 ans environ, ou 18 mois après les événements qui terminent cette histoire, quand on vint rechercher dans la cave de Montfaucon le cadavre d'Olivier le Dème, qui avait été pendu 2 jours auparavant, et à qui Charles VIII accordait la grâce d'être enterré à Saint-Laurent en meilleure compagnie, on trouva parmi toutes ces carcasses hideuses 2 squelettes, dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassés. L'un de ces 2 squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelques lambeaux de robe d'une étoffe qui avait été blanche, et on voyait autour de son cou un collier de grains d'adrets arrache avec un petit sachet de soie orné de verroteries vertes qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de valeur que le bourreau, sans doute, n'en avait pas voulu. L'autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque et il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qu'il embrassait, il tomba en poussière.